et ça peut réapparaître après dans des problèmes un peu comme celui que je vous envoyais là, le dernier devoir. Donc, ces problèmes du concours commun qu'on appelle les sujets modélisation et informatique. Donc, dans lesquels il y a effectivement de l'informatique, de la modélisation entre guillemets, c'est-à-dire que ça s'appuie sur des problèmes de physique. Donc, on peut tomber sur des problèmes avec des fonctions de plusieurs variables, comme on l'a étudié là récemment. Alors, le gradient, c'est quoi? On prend une fonction f de deux variables qui est de classe C1, c'est-à-dire qui admet des dérivées partielles par rapport à x et à y, qui sont continues. Ce qu'on appelle le gradient. Madame, oui. est-ce que ça serait possible d'arrêter 2 minutes le stream le temps que Anne-Sophie elle le rejoigne? Oui. Merci. Alors, Anne-Sophie, elle rentre. Et voilà, c'est ça quand on a... Merci. Hein. Eh oui. Allez, c'est reparti. Donc, le gradient. Le gradient, c'est, comme son nom l'indique, hein, c'est un vecteur. C'est-à-dire que pour définir le gradient, on calcule deux valeurs, la dérivée donc de f par rapport à x, la dérivée par rapport à y, et on en fait un vecteur. C'est une sorte de vecteur vitesse, hein, puisque on a les coordonnées ici, une par rapport à x, une par rapport à y. Donc, les deux dérivées partielles, j'en fais un vecteur et ça se note comme ça, grade avec une flèche pour bien signaler qu'il s'agit d'un vecteur. Alors, un petit exemple. Je prends une fonction de la forme y sur x. Alors, évidemment, de la forme y sur x, c'est pas défini pour toutes les valeurs de x et de y. Le y peut prendre n'importe quelle valeur dans R, mais le x doit être non nul. Non nul, et puis pour avoir quelque chose quand même de continu, je vais travailler sur un intervalle. Donc, j'ai pris l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, en fait, si je regarde ce domaine, c'est quoi? C'est un demi-plan. C'est pas le plan tout entier quand vous regardez les x et les y. C'est pas le plan tout entier, mais j'ai que les valeurs positives pour le x. Bien, on va dériver par rapport à x, puis par rapport à y. C'est très, très facile. Pour dériver par rapport à x, on considère donc que y est une constante. Je dérive le terme 1 sur x en moins 1 sur x carré et je remultiplie par ma constante y. Très simple. Pour dériver par rapport à y, c'est encore plus simple, puisque le 1 sur x est une constante, donc ma variable y, elle est juste multipliée. Quand je dérive y, ça fait 1, et je multiplie par 1 sur x. Donc voilà mes deux dérivées partielles. Si je travaille pour un point spécial x0, y0, donc je remplace y et x par y0 et x0 et c'est terminé. Encore plus particulier, si je prends x0 égale 10 et y0 égale 10, qui sont bien dans le domaine, il n'y a pas de problème. Le 1 sur x0, ça fait 1 dixième, et moins 10 sur 100, ben moins 1 dixième. Donc voilà le gradient au point 10. Alors, à quoi ça sert ce gradient? À part à faire de la physique que je ne veux pas faire aujourd'hui. Ça va nous servir, le plus important, nous, pour le côté mathématique, à mesurer donc l'incidence d'une petite variation de x et y sur, donc qui sont dans le plan, sur la hauteur qui est f de xy. On part en particulier d'un point x0, y0, et puis on va faire une petite modification. Par rapport à x0, je vais modifier de h, et par rapport à y0, je vais modifier de k. H et K étant petits. Alors, les petits, entre guillemets, la notion de petit, c'est pas une notion mathématique, c'est quelque chose de relatif. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a plus d'applications physiques. Donc, j'appelle H, comme c'est petit, je dis c'est delta de X, c'est une petite variation de X. Et K, c'est delta de Y, une petite variation de Y. Et je veux calculer la petite variation de F qui correspond. Alors, j'ai fait des petits dessins pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Donc, je vous rappelle qu'on est dans un plan XY, hein, le plan ici, et puis ma fonction, elle est représentée en hauteur par Z. Sous la forme, éventuellement, je vous l'ai mis là, sous la forme d'une nappe. Voilà. Je prends
un point particulier, x0, y0, donc une valeur pour x, une valeur pour y, et la hauteur qui correspond, le z qui correspond, c'est l'image, c'est f de x0, y0. La question qu'on se pose dans ce paragraphe-là, autour du gradient, c'est si je fais varier un petit peu le x0, vous voyez, d'une largeur ici, petit h, le y0, d'une valeur ici, enfin, petit k. Qu'est-ce qui va se passer pour la hauteur? Donc, vous voyez que dans le plan, je me suis déplacée. Je suis passée de ce point-là, le rouge, au point bleu qui est là. En hauteur, j'ai une hauteur Z qui a, alors là, sur mon schéma, j'ai l'impression que c'est un petit peu diminué. Hein. Ça se rapproche en fait de nous, en tout cas, on se rapproche du spectateur et on a l'impression que le Z a légèrement diminué, la hauteur a légèrement diminué. Et c'est ça ce que je veux mesurer, c'est cette variation de hauteur ici par rapport à H et K. Donc, quelle est l'incidence, donc une petite variation de X et de Y sur la variation de F. Donc, le point qui va m'intéresser, hein, c'est X0 plus H, Y0 plus K. Alors, on va le faire en deux temps. En deux temps, c'est-à-dire, on va commencer par s'intéresser à la variation de X. Donc, je l'appelle H, c'est un delta de X. Et quand je fais varier que le X sans toucher au Y0, je reste sur la même ligne ici. Donc, je décale ici. Donc, j'ai le petit décalage avec le point bleu. Ce point bleu, c'est f de x0 plus h, y0. De la même façon, si je fais varier, si je bloque le x0 et je fais varier que le y. Donc, je reste sur cette ligne-là. Le delta de y, on l'a appelé k. Et je vais obtenir donc un autre point, la valeur que j'ai notée ici en noir, qui va être f de x0 et y0 plus k. Donc ici, on a 4 points sur la nappe qui nous intéresse. Le point de départ x0, y0, le point d'arrivée où j'ai modifié à la fois le x et le y, puis les deux points là où je fais un pas de côté, soit je modifie que le x, soit je modifie que le y. Alors, je reviens à mes calculs. Je m'intéresse donc à la petite variation. C'est là que j'ai fait une coquille, c'est-à-dire une fois de plus, il y a toujours qui s'introduisent. Là, je me rends compte en les relisant en fait. Le delta de f, c'est pas y0 que je veux ici, c'est y0 plus k. Donc, je pourrais le modifier. Il faudrait que je le note. Donc, si je trouve de quoi noter, donc il s'agit de modifier le et on est page 9. Y0 plus k. Donc, je vous renverrai quelque chose de mieux. Puis ceux qui l'ont imprimé, vous pouvez le corriger à la main, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, j'ai dit des bêtises. Hein. Faut pas le corriger. Hop, hop, hop. Ça, c'est à la fin, je veux le y0 plus k. Mais pour le moment, non, pour le moment, justement, je suis en train de... Pour le moment, je vais m'intéresser juste à la variation sur le x. C'est-à-dire, par rapport à mes couleurs de tout à l'heure, je suis en train de dire n'importe quoi, je vais regarder juste le passage du rouge ici au bleu clair. Je suis pas encore au bleu foncé. Donc, je veux passer du rouge au bleu clair. Donc, juste cette petite variation sur le x. Non, j'allais trop vite. Bien, ben alors, allons-y. Cette petite variation, si je travaille, si je modifie que le x. Si je modifie que le x, j'ai effectivement une petite variation de hauteur. Je veux donner une estimation de cette petite variation de hauteur. Et je vais travailler sur les limites, parce que quand je prends la limite de cette variation de hauteur-là, que je divise par h, si je regarde le calcul qui est là, ça c'est une dérivée. C'est la limite de f de x0 plus h, moins f de x0, le tout sur h. Je reconnais la dérivée quand je dérive juste par rapport à x, les y0 étant considérés comme constants. Donc, cette limite-là, par définition, c'est la dérivée de f par rapport à x au point qui m'intéresse, x0, y0, donc le point rouge. Maintenant, si je prends un h ici qui est très petit,
forcément, la valeur qui est là est proche de ma dérivée. Donc, pour un h qui est très petit, la variation delta f, c'est-à-dire ce truc en haut, divisé par delta x, c'est-à-dire h. Donc, toute cette fraction-là, vu que je suis presque avec un h qui est presque nul, puisque je le prends très petit, puisqu'il s'agit de prendre la limite quand h tend vers 0, cette valeur-là, elle est très proche de la limite. Et la limite, c'est la dérivée. Bien, je reste dans des choses approximatives. Hein. Donc, je suis plus à la limite, parce que sinon, quand je passe à la limite, le h est carrément nul, mais un h presque nul, très petit. Donc, quand je suis presque à la limite, je peux multiplier toute l'expression par h, et j'obtiens que ma variation de f, c'est en fait la dérivée partielle que je multiplie par h. Ce qui fait que je peux l'écrire en passant le f de x0, y0 de l'autre côté. La nouvelle valeur, c'est l'ancienne valeur, plus ce petit morceau que j'ai rajouté ici, qui est la dérivée partielle multipliée par h. Donc là, on vient de comprendre comment on peut passer du point rouge qui est là au point bleu en utilisant la dérivée partielle par rapport à x qu'on va multiplier par la largeur petit h qui est là. Alors, quand on fait la même chose, mais de l'autre côté, c'est-à-dire en partant du point rouge et en allant vers le noir. Du rouge vers le noir, je vais obtenir la variation de hauteur en multipliant la dérivée partielle, mais par rapport au y, par la largeur k qui est là. Alors maintenant, je vais combiner ces deux relations pour obtenir, voilà ce qui m'intéressait tout à l'heure et ça m'a perturbé parce que je ne l'avais pas encore, c'est la variation à la fois sur x et sur y. Si je veux obtenir la variation sur x et sur y, je vais appliquer la relation 1, celle-ci, non pas avec y0 partout, mais avec des y0 plus k, qui me donne exactement ça. y0 plus k, la dérivée en x0, y0 plus k, fois h. Et c'est là qu'il y a une petite triche. On dit, oui, mais y0 plus k et y0, comme k est petit, c'est presque la même chose. Et comme les fonctions, les dérivées partielles sont continues, comme c'est y0 plus k et y0, c'est presque la même chose, les images aussi sont très proches, parce que les fonctions sont continues. Donc, je le remplace, ce y0 plus k, ni vu ni connu, par y0. À ce moment-là, ma variation, c'est donc le nouveau point, plus la dérivée partielle fois h, mais je l'ai pris au point rouge, là, x0, y0. Maintenant, dans l'expression qui est là, je vais remplacer ce x0, y0 plus k en utilisant la relation 2. C'est-à-dire, j'arrive à l'avoir, celle-ci. Je vais donc faire apparaître le f de x0, y0, et puis la dérivée partielle que je multiplie par k. La dérivée partielle par rapport à y. Donc, le f de x0, y0, la dérivée partielle que je multiplie par k. Et puis, évidemment, celui-ci, il est toujours là, je le recopie. Et bien, ça y est, on a pratiquement terminé. Ça veut dire que quand h et k sont petits, je passe d'un point à l'autre. Donc là, en diagonale, hein, je passe bien du point rouge qui est ici au point bleu qui est là, le point le plus extrême, en prenant les deux dérivées partielles, en multipliant celle qui est par rapport à y, je la multiplie par k, celle qui est par rapport à x par h. Voilà. Et là, on reconnaît à droite l'expression en fait d'un produit scalaire. C'est de la forme x, x' plus y, y'. C'est le produit scalaire de deux vecteurs. Le vecteur hk, c'est écrit dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Hein. C'est comme si j'avais écrit y, y' plus x, x'. Le vecteur hk, il est là, que je multiplie par le vecteur formé des deux dérivées partielles, c'est-à-dire le gradient. Donc, la variation de ma fonction, elle s'obtient en multipliant le gradient par le vecteur hk, qui fait la petite variation de x et y,
Et le produit scalaire, ça donne bien un nombre. Donc, cette petite variation, c'est un nombre qu'on obtient de cette façon-là. La démonstration est rapide. Hein. C'est pas vraiment démontré, c'est, on va dire, un peu justifié. Alors, ce qu'on va faire pour se convaincre un peu plus, on va reprendre l'exemple qu'on avait tout à l'heure, y sur x, au point 10, 10. Et on va faire une petite variation de h, petite, 0,5. Hein, c'est pas non plus très très petit. Donc, par rapport à 10, on est sur du 5%. Et une petite variation de k, moins 0,1, donc là on est sur du 1%. Je calcule l'image du point là, x0, y0, f de 10, 10, donc avec cette fonction-là, ben, ça fait 10 sur 10, ça fait 1. Le gradient, on l'a calculé tout à l'heure, c'était moins 1 dixième, 1 dixième. Vous le retrouvez la page précédente. Si je prends la formule qui est là, et je calcule donc le gradient qui est là, multiplié par le vecteur hk, c'est-à-dire 0,5 et puis moins 0,1. Alors, ça va faire moins 0,05, moins 0,01, c'est-à-dire moins 0,06. Donc ça, c'est quand je fais le calcul du produit scalaire, là, le gradient multiplié par le produit hk. Donc, si je veux trouver maintenant la nouvelle valeur de ma fonction, celle qui est légèrement modifiée, je prends l'ancienne valeur, donc le 1, et j'ajoute ce produit scalaire du gradient. Donc ici, c'est un nombre négatif, c'est moins 0,06. Donc je fais 1 moins 0,06 et je trouve 0,94. Ça veut dire que ma nouvelle valeur, je suis passé de 1, j'ai diminué jusqu'à 0,94 en me décalant là un petit peu, en faisant un petit pas de côté par rapport à h et k. Mais en même temps, j'aurais pu calculer directement la valeur. C'est ce qu'on va faire après, le calcul direct. x0 plus h, ça va faire donc 10,5. y0 plus k, ça fait 10 moins 0,01, ça fait 9,9. Donc, quand je calcule le quotient, y sur x, si je calcule le quotient, je trouve ça, 0,943. C'est à peu près égal à 0,94. Hein. Donc, ça permet de dire, oui, c'est bon, ça a l'air de marcher. Ça dépend de la précision, en fait, qu'on recherche. Oui, c'est à peu près égal, sauf qu'on est à 3, 10 moins 3 près. Donc voilà le gradient, ça peut permettre de faire des calculs approchés de fonctions si on ne connaît que les dérivées par exemple. Surtout quand on a des équations aux dérivées partielles, quand on connaît que les dérivées de la fonction. Alors voilà pour ce gradient. Les dérivées partielles d'ordre 2, ben pourquoi pas, on sait dériver une fois, on peut dériver 2 fois, 3 fois, tant qu'on veut. Bon, faut justifier évidemment que ces dérivées existent à chaque fois. Pour calculer une dérivée d'ordre 2, il faut pouvoir déjà calculer la dérivée d'ordre 1 et la redériver encore une fois. Alors, il y a 4 possibilités. Puisqu'à partir de ma fonction, je vous l'ai mis sur un petit exemple, les calculs ici sont très simples, je ne sais pas si vous avez essayé de les faire. Je dérive par rapport à x, donc une possibilité. Je dérive par rapport à y, et ensuite, chacune des deux peut être dérivée 2 fois. Alors, j'avais préparé, voilà, ils étaient là. Donc, ici, ça, vous avez le corrigé sur votre document. Hein. Quand je dérive par rapport à x, on est d'accord, il n'y a que ça qui change. C'est de la forme cosinus u, je dérive en moins u' sinus u. Le u', c'est la dérivée de ce qui est dedans, là. C'est 2yx. Et je laisse le moins devant, c'est ce moins-là, sinus u. Donc ça, c'est la dérivée par rapport à x. Cette dérivée, je peux la redériver encore une fois par rapport à x. La notation, c'est celle-ci. Ou je peux la dériver par rapport à y. Et on met d2f parce qu'on a dérivé f 2 fois. Une fois par rapport à x, je pars de la droite, et l'autre fois par rapport à y. Alors quand je fais les calculs, c'est un peu compliqué, parce qu'ici, on a une expression de la forme uv, donc il faut calculer u'v plus uv'. Donc, on fait le calcul, on obtient ce résultat-là. Si je veux dériver maintenant par rapport à y, c'est pareil. J'ai encore une expression de la forme uv. Le u', quand je dérive le moins 2yx, il me reste moins 2. Donc, u'v, et ensuite, plus uv', mais il y a un signe moins. Et il faut à nouveau dériver ça par rapport à y.
Bon, donc tout ça, ça se calcule, c'est un petit peu fastidieux, mais il n'y a pas de grosse difficulté. Donc, à partir de la première dérivée partielle, j'ai deux dérivées secondes possibles. Si je dérive d'abord par rapport à y, donc, même principe, hein, on a moins u' sinus u. Après, je peux redériver par rapport à y, ce qui me fait une dérivée seconde par rapport à y deux fois, ou je peux dériver par rapport à x, donc par rapport à y d'abord, par rapport à x ensuite. On fait les calculs, hein, ça c'est la forme une constante fois un sinus quand je dérive par rapport à y. Donc la constante elle reste, j'ai le u' cosinus u. Si je dérive ça par rapport à x, c'est plutôt de la forme uv, donc u'v plus uv'. Et on constate, en fait, je le retrouve ici, que les deux dérivés, quand je dérive d'abord par rapport à x, puis par rapport à y, ou d'abord par rapport à y, puis par rapport à x, on obtient le même résultat. Donc l'ordre n'est pas important, c'est ce qu'on appelle le théorème de Schwarz. Ça marche parce que toutes les fonctions qu'on manipule sont non seulement dérivables, mais les résultats de ces fonctions sont continus. Donc on peut intervertir les signes de dérivation, changer, dériver dans un sens ou dans l'autre. C'est plutôt sympathique comme résultat. Un petit complément, les fonctions de trois variables. Alors, il n'y a pas de représentation, là c'est mort. Parce que si on prend un point dans R3 et qu'on veut lui associer une valeur, on n'est plus du tout dans l'espace. On a une quatrième dimension à faire intervenir, et ça, je ne peux pas vous faire de dessin. Déjà que faire les dessins dans R3, c'est pas facile. Les dérivées, elles se calculent bêtement, c'est polynomial, et c'est très intuitif. Hein. Vous dérivez par rapport à x en bloquant les deux autres, ou par rapport à y en bloquant les deux autres. Donc ça peut arriver parfois, dans certains problèmes, de tomber sur des fonctions de trois variables. Mais c'est exactement la même chose. Avec le même principe, c'est-à-dire que si vous échangez, si vous dérivez un petit peu plusieurs fois, vous pouvez échanger, faire d'abord z puis y, ou d'abord y puis z. J'ai pas mis tout le détail. Donc voilà pour ce petit complément. Alors voilà pour la fin, c'est la fin de ce cours sur les fonctions de deux variables. Et en fait, on va voir une application importante, c'est travailler sur la droite de régression. Avant quand même, peut-être qu'on va parler du devoir à la maison pour être sûr qu'il n'y ait plus de soucis là-dessus. Je suis en train de... Oui. Je sais qu'il y avait des questions. Il y avait des questions? Oui. Moi, j'ai une question. Le gradient, on sert comment en mathématiques? On a vu en physique, mais en mathématiques, je vois pas trop. Eh ben, en fait, vous l'avez utilisé en physique, déjà. Rapidement. En maths, on s'en sert pas plus que ça, en fait. On donne la définition. Et ensuite, moi, j'ai pas encore rencontré, même dans les sujets ces nouveaux sujets là de modélisation, qu'on ait besoin du gradient. Donc, pour le moment, j'ai pas d'exemple de sujet de concours où ça intervient. Donc, il faut juste avoir cette idée-là, je pense. L'idée, c'est l'approximation. Et je pense que ça peut servir si on veut faire un peu comme on fait des équadifs, des équations aux dérivées partielles, quand on connaît, si je connais que la dérivée de ma fonction, et non pas sa valeur, ben, je peux trouver quand même des variations. Donc, je pars d'une seule valeur connue. Si je veux la valeur suivante, ben, je dis que j'utilise les dérivées si je connais pas la valeur de la fonction. Et ça, ce sont des choses qui arrivent quand on connaît que les dérivées partielles. On a vu des équations aux dérivées partielles, on en a fait dans le cours et en exercice, où on arrivait à résoudre. Mais parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on ne trouve pas de primitif, donc on peut le faire avec ça. On ne sait pas le truc qu'on fait tous les jours. Hein. Voilà pour le chapitre. Est-ce que c'est bon? Je peux passer au devoir à la maison? Parce que là-dessus, je crois qu'il y avait des questions. Je vais balayer rapidement ce devoir à la maison, vous montrer un petit peu les points essentiels. Et je suis en train de corriger vos copies, donc ça, je vais vous redonner vos grilles de correction dès que vous aurez fini. Mais je voulais, pendant que c'est encore frais dans votre esprit, comme il y a des gens qui m'ont dit, est-ce qu'on pourra répondre un petit peu, revoir un petit peu ça? Ben, je m'y colle. Alors, le devoir, c'était
autour d'une résolution des quadifs, justement. Et en fait, cette résolution est particulière en ce qui concerne la solution particulière. Alors, ça se décomposait en deux parties. Il y a une première partie où, en fait, on ne cherche pas du tout à résoudre l'équation. On dit, on prend une solution, mais on ne cherche pas à l'exprimer. Donc, on ne cherche pas à la calculer, mais on va essayer de, si on la calcule pas, on calcule pas, on va faire d'autres. Et on va essayer de. C'est comme si on disait, on ferme les yeux, quoi. On tâte, on dit, est-ce qu'elle est épaisse, est-ce qu'elle est molle, est-ce qu'elle est dure, voilà. Est-ce qu'elle sent bon, est-ce qu'elle sent mauvais. Mais on n'ouvre pas les yeux pour la regarder. La regarder, l'exprimer, c'est ce qu'on fera à la fin de la partie 2. Au moment, on l'explore un petit peu autrement. Donc, la première chose, c'est déjà de dire qu'elle est de classe C1. Alors, pour dire que la fonction qui est solution, donc en fait, ça revenait à dire, il y a des gens qui étaient perturbés par les notations. Dans l'équation, je l'appelle Y, et après, je l'appelle F. Parce que F, c'est pour dire c'est une des solutions. Et Y, c'est l'inconnu, qui représente toutes les solutions possibles. Donc, une des solutions, dire qu'elle est de classe C1. Alors, c'est pas non plus faire des gros blabla, hein. Il suffit de dire que F est en solution, je remplace donc Y par F, elle est dérivable. Donc, quand je multiplie par 2x, ça reste dérivable, je le bascule de l'autre côté, et en fait, j'obtiens que F', c'est 1 moins 2x F de x. Ça, c'est continu, donc F' aussi est continu. Et à ce moment-là, si F' est continu, ça veut bien dire qu'on a une fonction de classe C1. Tant que j'y suis, on vous demandait des trucs sur F' de 0, alors qu'on n'avait pas calculé la fonction, on la calcule toujours pas. Je remplace là-dedans x par 0, ça disparaît, et il me reste 1. Alors, autre chose qu'on peut faire, c'est en fait l'écrire sous la forme de développement limité, la fonction f. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de développement limité, c'est pas mal. Pour ça, on va calculer ces dérivées successives, des dérivées énièmes. Alors, le gros piège, on nous demande ici une relation de récurrence, et exceptionnellement, sous vos yeux ébahis, on va la démontrer par récurrence. Donc, je vous ai dit, en général, hein, ça se montre pas par récurrence, mais quand on vous le dit, vous y allez. Alors, on y va, ça se faisait pas trop mal, cette récurrence. On partait du rang, pour le rang 0, c'est parti, là, voilà. Pour le rang 0, il faut calculer la dérivée seconde. Donc, on la calcule à partir de f' qui était là, je redérive, et on trouve que la relation, elle marche bien au rang 0. Après, on suppose que ça marche au rang n. Au rang n, donc on part de la dérivée n plus 2. Et il faut qu'on aille calculer la dérivée n plus 3. Donc c'est ça qui perturbait certains, éventuellement. Et la dérivée n plus 3, je redérive ça, se déproduit, ça se regroupe. Ça se passe bien. Une fois qu'on a compris ce qu'il fallait montrer, ça se passe bien. Il faut en déduire qu'elle est de classe C infini. Donc, c'est pas une question de limite. Hein, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, je fais tendre n vers l'infini. Classe C infini, ça veut dire qu'elle est de classe Cn pour tout n. Ou encore, qu'on peut la dériver à l'ordre n pour tout n. Et comme on voit que pour tout n, elle est dérivable n plus 2 fois, ben c'est bon, elle est de classe C infini. Là, il y a juste besoin de le dire, de faire une petite phrase, mais c'est vraiment lié directement à la question d'avant. C'est pas la peine d'en faire non plus des tartines. Justifier qu'il y a un développement limité à tout ordre. Ça, c'est Taylor-Young. Alors, Taylor-Young, c'est pas que une formule, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est que la formule. C'est aussi que quand on a une fonction qui est de classe CP, elle est dérivable à l'ordre P. Et en plus, on a la formule. Mais Taylor-Young donne aussi la justification. Et comme elle est C infini, elle est dérivable à tout ordre P. Le développement limité. On sait que dans Taylor-Young, le développement limité, ici, le coefficient qui correspond à xn ou xk, on avait mis xk dans le cours. Et si ça correspond à xn, c'est la dérivée énième en 0 divisée par factoriel n. Donc, pas grand-chose à faire, à part de dire que c'est la formule de Taylor-Young. Donc, on pouvait même dire le théorème de Taylor-Young, ça justifie l'existence,
Et la formule de Taylor-Young, ça donne la valeur des coefficients. Mais c'est pareil, c'est pas la peine d'en faire des tartines pour ça. Bien, une fois qu'on a la relation entre les deux, donc ça divisé par factoriel n, ça fait le AN, on vous demandait une relation, alors, entre un terme de rang n et un terme de rang n plus 2. Ça s'obtient avec la formule qui est ici, en remplaçant tous les x par 0. Parce que ce terme-là disparaît, et il me reste moins 2n plus 1, dérivée n en 0. Donc, la formule, elle est là. Moins 2n plus 1, la dérivée n en 0. Ce qui nous permet ensuite, vu qu'on a une relation entre les AN et les dérivées n, entre deux dérivées n, on a des relations aussi, donc on va réussir à calculer tous les AN, et qu'ils soient impairs ou qu'ils soient pairs. Hein, on le fait en deux temps. Pour calculer les impairs, ben, je vais partir du rang 1, et puis ensuite je vais passer au rang 3, grâce à une formule de ce type-là. Vous voyez bien que du rang 1 ici, si j'ajoute 2, je passe au rang 3. Donc je vais du rang 1 au rang 3, du rang 3 au rang 5, et ainsi de suite, et j'aurai tous les termes impairs. Les termes pairs, c'est la même chose, sauf que le terme de rang 0, le A0, je ne le connais pas. Alors que le A1, on le connaît. Pourquoi est-ce qu'on connaît le A1? Parce qu'on connaît le F' de 0. Donc, ce qu'on ne connaît pas, en revanche, c'est le A0. Parce que A0, c'est en fait la fonction divisée par factoriel 0. Donc, c'est F de 0, tout simplement. Et ça, je ne le connais pas. Donc, on va laisser A0 comme valeur. Alors, en revanche, à partir de A0, si je prends n égale 0, je peux obtenir facilement le A2. À partir du A2, j'aurai le A4, et ainsi de suite, tous les rangs pairs. Ce qu'on rédige, donc, avec des récurrences, on a des factoriels qui apparaissent et ça simplifie plutôt bien. Voilà, avec le A0, c'est f de 0, mais une valeur donc qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'était la partie A, c'est-à-dire qu'on explore la fonction f, on peut dire plein de choses sur elle, sans l'avoir jamais calculée, comme vous avez pu le remarquer. Le calcul de la fonction f, la résolution de l'équation en fait, se fait uniquement dans la partie B de ce problème. Alors, on vous donne une fonction bizarre, là, la fonction d, qui est définie par une exponentielle multipliée par une intégrale. On vous dit montrer qu'elle vérifie les quadifs. Il y a des gens qui font des choses compliquées, comme essayer de résoudre les quadifs, comme essayer de trouver une solution particulière. Et la solution particulière, pour la trouver, il y en a qui m'ont fait variation de la constante. Et puis à la fin, il faut trouver une primitive de ce ET carré. Et je vous ai dit en cours que bah, ça, une primitive de ET carré, on ne peut pas l'écrire. Donc on est obligé de l'écrire avec une intégrale. Et ils arrivent à trouver ça comme solution particulière, mais au bout de 2 pages de calcul. Alors qu'en fait, si on nous dit montrer que c'est une solution de l'équation, ça veut dire que il faut calculer la dérivée, il faut prendre la fonction, arriver à simplifier, hein, c'est ça, montrer que c'est solution de l'équation. Donc c'est ce qu'on va faire. La fonction d, c'est une fonction e moins x carré avec une intégrale. Et dériver une intégrale, soit on repasse par une fonction g intermédiaire, soit on peut dire aussi tout simplement que l'intégrale ici, c'est la primitive de petit g qui s'annule en 0. Donc, tout ça pour dire que ça se dérive bien. On fait u' v plus u v'. Et le v' ici, c'est le petit g qui est à l'intérieur. Donc, on retrouve là. Donc, quand on calcule la dérivée, ça finit par bien se simplifier. On va récupérer moins 2 fois, on va avoir ici la dérivée, donc moins 2x, pardon, l'exponentielle et l'intégrale, donc moins 2x d. Le reste ici se simplifie, ça finit par faire 1. Et donc, ça vérifie bien l'équation. On est très content, on vient donc de trouver une solution. Et quand on trouve une solution, on peut l'appeler solution particulière.
Après, trouver toutes les solutions, ben, je prends la méthode habituelle. Je prends l'équation qui est ici, l'équation homogène. Je pose petit r, c'est 2x. J'ai le grand R, c'est x carré. Et voilà. Ensuite, avec une constante, e moins x carré. La constante, on peut l'appeler k, on peut l'appeler lambda, comme on peut. Elle n'est pas fixée, parce qu'on n'a pas de condition initiale. Donc, les solutions, c'est solution de l'équation homogène, plus la solution particulière qu'on a trouvée juste au-dessus. Voilà pour ce devoir à la maison, qui était donc, il y avait ça paraissait parfois bizarre. Attention de ne pas chercher des choses compliquées quand c'est simple. Quand on vous dit vérifier en particulier cette question-là, montrer que cette solution de l'équation différentielle, ben, ça veut dire vous dérivez et vous mettez dedans et vous vérifiez que ça marche. Voilà, vous ne laissez pas embarquer dans des calculs trop compliqués. Bien, donc sur ce devoir à la maison, si c'est OK, ben, je vous laisse travailler le suivant, hein, parce que il est assez délicat. Il y a des petites feintes en particulier avec des équadifs qu'il faut recoller morceau par morceau. Et puis, utiliser la continuité à chaque fois de la fonction pour travailler sur les conditions initiales. C'est toute la finesse de ce sujet. Alors, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Et cette partie-là, que j'ai dû mettre déjà sur Discord, une application donc du chapitre sur les fonctions de deux variables, je l'ai pas mis vraiment dans le cours parce que c'est un peu en dehors du cours, mais comme il faudra quand même apprendre après les résultats. Et c'est une application que vous connaissez déjà. C'est la droite de régression. Et ça, la régression linéaire, vous en avez déjà fait en physique, où vous avez fait semblant de découvrir, alors qu'on en avait déjà fait en maths en début d'année. On en avait fait aussi autour du tableur, avec les tailles et les pointures. Vous vous souvenez, il y avait les garçons et les filles. Donc, il s'agit ici d'étudier deux caractères quantitatifs, donc qui se mesurent dans une population. Alors, des fois, c'est juste des mesures. On va parler de type, par exemple, des choses comme ça. Il y a des gens qui avaient fait des mesures et ils avaient deux caractères. On pouvait mesurer deux choses, hein, je sais pas, la température et puis je sais pas, l'humidité par exemple, en faisant différentes mesures. Donc quand on dit un individu, ça peut être une mesure, hein, c'est pas forcément une personne avec deux yeux, un nez, une bouche. Hein. Le terme individu est très général. Et on note xi et yi, les valeurs prises individuellement à chaque fois. Là, je vous ai mis comme exemple un groupe de personnes. C'était les garçons d'une classe. On prenait leur taille et leur pointure. Donc là, il s'agit bien d'individus. Il y a x et y, donc la taille et la pointure de ces personnes. Alors, on peut faire pas mal de choses là-dessus, sur ce tableau. On peut calculer la moyenne des tailles, la moyenne des pointures. On peut calculer la variance, donc comment varie chacune de ces données. L'écart type et la variance, c'est à peu près la même chose, à une racine carrée près. C'est juste une question d'unité. On va regarder, je vais reprendre le tableur. Je vais le prendre vraiment, pas seulement la photo, pas seulement le dessin. Donc, voilà mon tableur. Et comment on peut faire toutes ces choses-là, moyenne, variance, écart type. Je vais revenir en fait faire des petits rappels de choses qu'on avait déjà vues en début d'année. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que pour que ça corresponde au cours, je vais appeler X la taille et Y la pointure. Et donc là, les données qui sont là sont des Xi et Y. Pour que ce soit joli aussi, je vais intégrer une colonne. Parce que j'ai pu reprocher à certains d'entre vous, en particulier en type, de mettre les calculs un peu n'importe où. Et puis là, je vais écrire moyenne. Et comme ça, en dessous, je vais calculer la moyenne des tailles. Et je vais essayer de m'astreindre quand même à une présentation assez soignée. C'est pas seulement pour faire joli, la présentation, mais aussi parce que c'est pratique. Donc, on va faire un petit peu de tableur, là, dans cette partie. Alors, ici,
Quand je calcule la moyenne, si je veux le faire à la main, il faut tout ajouter et diviser par le nombre de personnes qu'il y a. Sinon, le tableur le fait. Je vais dans l'assistant fonction. Et là, il m'ouvre toutes les fonctions possibles. Alors, je peux limiter les catégories aux catégories statistiques si je veux en avoir moins. Je vois apparaître la moyenne ici. Moyenne d'un échantillon. Je fais suivant. Et là, on peut mettre plein de colonnes, en fait. J'en ai qu'une, moi, qui m'intéresse. C'est celle-ci. Donc, je la sélectionne. De B3 à B25. Je fais OK, c'est terminé. Je trouve 177 et des poussières. Alors, il y a beaucoup de poussières, hein, je vais enlever des zéros, là. Voilà. Comme ça, c'est quand même un peu, enfin, des zéros. Des chiffres après la virgule. C'est beaucoup plus joli. Et quand j'ai fait ça, je vais faire la même chose pour la moyenne des pointures. Et là, je m'embête pas, je prends, je tire, et c'est calculé automatiquement. C'est pour ça que c'était pratique de les avoir bien rangés l'un en dessous de l'autre. Donc, la moyenne, si vous reprenez une définition dans le cours, la moyenne, on fait quoi? On ajoute toutes les valeurs et on divise par le nombre de valeurs. Et la notation qu'on va utiliser pour les statistiques, c'est X bar. Donc, on a trouvé effectivement 177,3 et pour les pointures, je peux l'appeler Y bar, 42,9. C'est vrai? Eh oui, c'est vrai, c'est ce qu'on avait trouvé. Alors maintenant, la variance. La variance, c'est pour savoir si notre donnée, ici la taille ou la pointure, si ça varie beaucoup par rapport à la moyenne. Donc, à chaque fois, je fais la différence entre le terme et sa moyenne. Donc, ici, toutes les valeurs que j'ai, la différence avec le 177,3, je prends les écarts, je les mets au carré et je refais la moyenne de ça. C'est exactement la même chose que la définition de la variance pour les variables aléatoires. Donc là, simplement, c'est plus concret. C'est pas complètement aléatoire. Dans les valeurs qu'on a, c'est pas toutes les valeurs possibles, c'est des valeurs réelles avec des vraies personnes. Donc, mais on peut faire quand même le rapprochement. Donc, en début d'année, on avait parlé de variance, on avait fait du tableur. Simplement, c'était un petit peu nouveau. Là, maintenant qu'on a fait des probas, qu'on a parlé de variance pour les probas, je pense que ça commence à vous parler un petit peu plus. Alors, allons-y, calculons la variance pour la taille et puis les pointures. Donc, je retourne dans mon tableur, je fais une ligne spéciale variance, je mets en dessous et je vais dans mon assistant chercher dans les fonctions statistiques, je vais chercher la variance. Alors, quand j'arrive là, il y a var, beaucoup trop de var. Ici, on me dit quoi? Ça calcule la variance en se basant sur un échantillon. Non, moi, je veux pas qu'ils me prennent un échantillon, je veux qu'ils me prennent tout le monde. Là, en se basant sur la population. Ça, c'est mieux. Après, aussi la population, mais il y a des zéros, texte. Bon, moi, j'ai pas mis de texte, hein, j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai mis des valeurs. Donc, je vais prendre var P. Var P, c'est bien. Suivant, il faut sélectionner la colonne qui m'intéresse. Attention de ne pas prendre la moyenne, elle ne compte pas. OK. Alors, il y a beaucoup trop de chiffres après la virgule. On va en supprimer quelques décimales. Bon, allez, ça ira bien. Donc, j'ai la variance. Quand je tire, ben, j'ai la même chose, la variance, mais des pointures. Ça me dit que ça varie. Le 47,4, il n'est pas très pareil. Le 3,7, pas trop non plus. On se dit, oh là là, les tailles, ça varie beaucoup, beaucoup plus que les pointures. C'est faux, parce qu'en fait, il va falloir déjà simplifier un petit peu ça. Donc, je reviens à mes définitions. Je vais m'intéresser ici aux écarts-types. Alors, pourquoi l'écart-type? C'est mieux. On en avait parlé quand on avait fait les stats en début d'année, mais c'était rapide. Et quand on a reparlé des écarts-types pour les variables aléatoires, c'est que l'écart-type, il a la même unité que le truc qu'on mesure. Donc, quand je dis un écart-type de 6,9, c'est des centimètres pour les tailles. Pour les pointures, c'est des pointures au mètre, parce que je ne sais pas comment ça se mesure, les pointures. Alors, dans mon tableur, je fais quoi? Écart-type. Alors, écart-type, je peux le calculer en prenant la racine de la variance, avec la fonction racine. Mais on peut aussi
aller chercher l'écart type, je l'ai raté, voilà, dans les fonctions statistiques. Si je prends écart type tout seul, alors ça sur un échantillon, ça me plaît pas. Écart type H, ça me plaît pas non plus. C'est toujours sur la base d'un échantillon. Ça, c'est quand on a beaucoup de données et que la machine n'a pas la flemme de prendre tout, elle en prend que quelques-uns. Moi, je veux le vrai écart type de ma population ici. Ok, suivant. Donc, je vais sélectionner ça. Ok. L'écart type, c'est là que si j'enlève quelques décimales, on va se retrouver avec la valeur qu'on avait tout à l'heure, 6,9. Donc 6,9, c'est des centimètres. C'est la variation moyenne des tailles de cet échantillon. Si je fais la même chose pour les pointures, je tombe sur 1,9, donc qui est la variation moyenne des pointures, mais en je ne sais pas quoi, parce que je ne connais pas l'unité de mesure des pointures. Donc, moyenne, variance, écart type. Ça, c'était pour vous rappeler comment ça se calcule dans un tableur, pour le jour où vous ferez des types l'année prochaine. Alors, une petite démonstration, c'est qu'en fait, la variance, au lieu de la calculer comme ça, je peux la calculer en faisant la somme moins la moyenne au carré. Voir diaporama, c'est parti. Moi, je l'ai pas ouvert ce diaporama. Donc, je vais chercher le diaporama qui correspond ici. Est-ce que je fais... Oh non, non, c'est pas ça ce que je fais. J'ai perdu mon diaporama des... Allez. Ah, j'ai fatigué cette pauvre machine. Bien. Alors, le diaporama, où je le retrouve, il est rangé dans le cours, dans les fonctions de variables, la régression, on y est. Et voilà. Relation 1. C'est parti. Voilà. On part, donc là, cette relation qu'on veut démontrer, on va partir de la définition de la variance. Donc, la définition de la variance, on a dit qu'on prenait les valeurs des xi, on enlevait la moyenne et on prenait les écarts au carré. Jusque-là, ça va. Ce qu'on va faire, on va tout développer là, dans ce carré, en disant que c'est une identité remarquable, xi au carré, moins le double produit, plus x bar au carré. Donc, x bar qui représente la moyenne. Arrivé là, je vais développer et je vais écrire 3 sommes. Dans la première, avec 1 sur n en facteur à chaque fois. La première somme, c'est la somme des xi carrés. Dans la deuxième somme, le 2 et le x bar ne dépendent pas de i, donc je peux les mettre en facteur. J'ai là, à nouveau, j'ai la somme des xi. Ici. La troisième somme, ben en fait, c'est la somme des x bar au carré, mais c'est des constantes, ça. Donc, je peux constater ici, le plus simple, c'est partir du violet qui est là. Si j'ai une constante que j'ajoute n fois, ben c'est n fois cette constante. Ici, en vert, quand je reconnais, quand je fais 1 sur n fois la somme des xi, j'ajoute toutes mes valeurs, je divise par le nombre de termes, ce que j'ai calculé, c'est la moyenne. Donc, finalement, j'ai la somme des xi carrés, là, que je vais simplifier, moins 2 fois x bar, donc la moyenne au carré, plus 1 sur n fois la moyenne, 1 sur n fois n, ça se simplifie, il me reste la moyenne au carré. Finalement, cette moyenne, moins 2x carré, moins 2x bar carré plus x bar carré, il me reste juste une fois en négatif. Donc, la variance, cette formule-là, en fait, cette formule-là, vous la connaissez. C'est ça. C'est que la variance, c'est la moyenne des xi au carré, e de x carré, moins la moyenne elle-même au carré. Et ça, c'est aléatoire. Donc, voilà pour cette relation 1. Tant que j'y suis, je vais faire apparaître la relation 2 pour pas avoir à la rechercher tout à l'heure.
Voilà. Alors, je reviens à la suite du cours. Donc ça, c'est démontré. Et on l'utilisera en particulier dans les démonstrations qu'on va faire par la suite. La covariance. Alors, la covariance, c'est quoi? C'est pas très facile à représenter, à expliquer. On va essayer, ça mesure comment varie le couple, enfin le X et le Y l'un par rapport à l'autre. Covariance. Alors, covariance, c'est une notion que vous connaissez. On l'a vu aussi pour les variables aléatoires. C'était quoi la covariance? On prenait X moins E de X, donc la variable moins sa moyenne. On multipliait par Y moins E de Y, la variable moins sa moyenne. Et ce truc-là, on en faisait à nouveau la moyenne, donc la somme divisée par N. Donc en fait, quand on parle de covariance pour des statistiques, c'est exactement la même chose que la covariance pour les variables aléatoires. Je reviens à mon tableur. Il y a une fonction covariance. Alors là, ça sert à rien de la mettre sous une colonne ou sous l'autre colonne parce que c'est la covariance des deux colonnes entre elles. Donc, je vais préparer ici une ligne pour ma covariance. Covariance égale, et je vais la calculer ici en utilisant toujours mon assistant de fonction, cherchant dans les fonctions statistiques. La covariance, elle est là. Ça calcule la covariance. OK? Comment? Avec deux colonnes, parce qu'il faut savoir comment varie une colonne par rapport à l'autre colonne. Donc, c'est important d'avoir deux listes de données. Je donne les X. Voilà. Et ici, les Y. Et j'obtiens un nombre qui est guère parlant, en fait. Je trouve ce 7,8. Bon, allez, on va le garder sous le coude pour voir en quoi ça consiste ensuite. Il est calculé, c'est 7,8. Alors, ce qui est intéressant pour la covariance, c'est la même chose que pour la covariance des variables aléatoires. On a une autre façon de le calculer, une méthode pratique. Donc, voir le petit diaporama, maintenant que j'ai retrouvé dans mon ordinateur, je vais pas me priver. Il est prêt ici. Donc ça, c'est la définition de la covariance et on va essayer de trouver une autre expression. Pour ça, on va simplement développer le produit qui est dans la somme. Donc, j'ai xi, yi. Ça, c'est des valeurs, hein, ça dépend de i, c'est variable. Ensuite, j'ai xi, y bar, ici. Ensuite, le x bar, yi qui apparaît là. Et le produit des deux, moins qui fait plus x bar, y bar. Maintenant, je développe tout ça. Je vais donc avoir 4 sommes, 4 sigma, avec tous des 1 sur n devant. Le premier, c'est pour les xi, yi. Le deuxième, la somme des xi. Le y bar, comme c'est une constante, je l'ai mis en facteur. Dans le troisième, j'ai mis le x bar qui était une constante en facteur. Et dans le dernier, j'aurais pu mettre x bar et y bar en facteur. En fait, parce qu'ils sont constants tous les deux. Je les ai laissés, sinon ma somme, elle allait se perdre un petit peu toute seule. Alors, j'ai mis des petites couleurs pour faire apparaître quoi? Ben déjà, ici, cette somme-là, je suis en train de vous dire, c'est des constantes, x bar et y bar, que j'ajoute pour i variant de 1 à n, que j'ajoute donc n fois. Donc, cette partie violette, c'est n fois x bar, y bar. Ici, en prenant le 1 sur n et la somme des xi, ben, j'ajoute les xi, je divise par n, c'est la moyenne. Et là, pareil, j'ajoute les yi, je divise par n, c'est la moyenne des y. Donc finalement, on a calculé quoi? Cette somme ici qu'on n'a pas pu trop arranger, on la laisse. Moins, en vert, j'ai x bar et le y bar que je dois recopier. Ici, en vert, j'ai le y bar et le x bar que je recopie. Et là, j'ai 1 sur n fois n, ça fait 1, et il me reste donc x bar, y bar. Bon, finalement, ça va se simplifier. Il y en a deux là qui disparaissent. Il me reste que ce terme-là. J'obtiens donc l'expression qui est sur le document que je vous ai distribué de cours, que la covariance se calcule de cette façon-là. Alors, ça paraît très abstrait écrit comme ça, mais est-ce que vous reconnaissez que là, je fais les produits xi, yi. Donc, la variable, je prends le produit de la variable xy. Je les ajoute et je divise par n. J'ai calculé la moyenne. Et ça, c'est la moyenne de x et la moyenne de y. Ben voilà, vous l'avez reconnu. C'est le calcul de la covariance. Le calcul de la covariance pour des variables aléatoires.
Bien. Et ben voilà tout ce qu'on a fait. Alors maintenant, sans aller trop loin parce que ça va être l'heure, si on veut représenter le couple, l'idée c'est d'arriver à une droite. Hein. Alors là, je vous ai pris un exemple où ça ressemble pas du tout à une droite, mais à ce qu'on appelle un nuage de points. Parce que taille et pointure, c'est pas une science exacte. Donc, je vais représenter le couple XY par un nuage de points. Sur l'exemple, je fais ça comment? Je prends tout mon tableau, je sélectionne tout mon tableau, pas moyenne et pas les calculs, que le tableau lui-même. Et je vais là-haut, dans les diagrammes. Et là, il y a des trucs qui s'ouvrent. Ça vous rappelle des souvenirs, j'espère quand même. Hein, assistant de diagramme. Je veux pas des colonnes, en fait. Ça fait un film vraiment moche. Vous cliquez sur XY dispersion. Je sais pas si ça vous revient. Suivant. Les séries de données en ligne, tout va bien. Là, suivant, terminé. Bon. C'est pas très, très joli. Alors, parce que, déjà, la légende, c'est pas moi. Comment on la supprime? Bon, j'avais réussi à la supprimer et j'arrive plus. Bon, c'est pas grave. Alors, en revanche, il y a un autre truc qui me plaît pas, c'est que c'est tout ratatiné. C'est-à-dire que des gens qui font du 0, du 5, du 10, du 15, on sait pas ce que c'est, mais ça n'existe pas. Donc, je vais aller je vois apparaître axe XY, je vais formater l'axe, et c'est l'échelle qui m'intéresse. Je veux pas que ça commence à 0. Je veux un minimum du genre 35. Et encore. Ok. Et le maximum, là, va aller à 49. Pointure, c'est là, je vais l'enlever, mais... Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Bien, et bien voilà. J'obtiens un joli diagramme, je clique à côté, je peux le déplacer où je veux. Et voilà ce qu'on appelle un nuage de points. Et c'est le moment où on se dit, est-ce que ce nuage de points suggère une droite? Grossièrement, on va dire, c'est assez grossier. Donc de la forme y égale à x plus b, c'est-à-dire les pointures en fonction des tailles. Et on va essayer de trouver le meilleur ajustement. Pourquoi? Parce que sur ce dessin, je peux faire apparaître plusieurs droites. Vous voyez la rouge? Oh, ben la rouge, je dis oui, peut-être. La verte, c'est peut-être mieux. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on appelle le meilleur ajustement? Ce que j'appelle le meilleur ajustement, c'est la méthode des moindres carrés, qui consiste à choisir la droite, donc le A et le B, hein, c'est ça, la droite, le A et le B de la droite, de telle sorte que quoi? Quand je vais tracer, vous voyez, pour la droite rouge, j'ai tracé tous les écarts entre les points et la droite à chaque fois, les écarts verticaux. Pour la droite verte, j'ai tracé tous mes écarts verticaux. Et je vais faire en sorte que quand j'ajoute ces écarts verticaux, mais quand je les ajoute au carré. Parce que si je les ajoute, il faudrait mettre au moins des valeurs absolues, parce que sinon les positifs et les négatifs vont se compenser, ça m'intéresse pas. Donc si je les ajoute au carré, eh bien je vais faire en sorte que ce soit le plus petit possible. Voilà. Et donc, là, pour le coup, quand je regarde les rouges et les verts, j'ai l'impression que la verte, elle est mieux. Donc, pour chaque point du nuage, quand je calcule c'est quoi l'écart vertical, ben, en fait, c'est le point ici, c'est YI, moins la valeur qui est sur la droite. Et ben, la valeur qui est sur la droite, c'est AXI plus B, puisque ma droite, c'est AXI plus B. Donc, je vais calculer ces écarts-là au carré, et je vais tout ajouter. Et je veux que cette somme-là soit la plus petite possible, en fonction du A et du B qu'on va choisir. Donc, je vais dire que cette somme, c'est une fonction f de deux variables A et B. Et je vais faire en sorte que cette fonction f, elle ait un minimum. Et quand ma fonction aura un minimum, j'aurai trouvé le A et le B qui m'intéressent. D'où, ça y est, ça s'est raccroché, le lien avec ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire que, je vous ai dit que c'était toujours dans le chapitre sur les fonctions de deux variables, parce que ça y est, on voit le lien. On va essayer de minimiser
la fonction de deux variables. Et quand on aura trouvé le minimum, donc par des techniques de dérivées partielles, etc., comme dans les exercices qu'on a fait sur les fonctions de deux variables, eh bien, on aura trouvé le bon A et le bon B, et il n'y aura plus qu'à apprendre les formules ou les appliquer. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on fera demain. Donc, quelques calculs pour demain, et puis on verra deux exemples d'application, et on pourra essayer de faire même un petit peu de Python. Voilà nos activités à venir. Bien, je vais ranger tout ça, replier tout ça. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai enfermé beaucoup de choses. Et donc, sinon, donc je vous ai mis des exercices avec plutôt des variables aléatoires et des probas pour ceux qui voulaient encore jouer avec. Et puis, il y a toujours le devoir à la maison à continuer. Voilà. Je vais vous abandonner pour aujourd'hui et on se revoit demain à 11 h.